m'avez manqué. Dans la vie, t'as des gens, ils vont tellement bien réussir. Tu vas te poser une seule question, savoir si c'est pas de la triche. Genre Damien Chazelle. Et tu sais ce qui est vraiment frustrant? C'est pas de voir un mec talentueux réussir, parce que ça on en voit plein. C'est de voir un mec de 38 ans qui a déjà fait 3 chefs-d'œuvre. Alors que toi, quand t'auras 38 ans, tu vas encore essayer de comprendre si investir dans le bitcoin, c'est pas un peu trop tard. Damien Chazelle, c'est pas juste un réalisateur. C'est un type qui a décidé de te foutre un miroir devant la gueule et de te montrer tous tes rêves brisés. Puis calmement de balancer un solo de batterie pour te rappeler que t'aurais jamais dû lâcher tes cours de guitare au collège. Il va pas te donner juste des films, il te filme une baffe émotionnelle et il te murmure à l'oreille: t'inquiète, normal d'échouer, mais fais-le avec panache. Et il te balance ça en plein dans la gueule pour que tu réalises que ta vie elle est pas aussi bien montée qu'un de ces films. Damien, il est né en 1985, à Rhode Island. Sa mère, elle est historienne et son père, il est informaticien. Et lui, il va tomber amoureux du cinéma, mais surtout du jazz. À la base, il voulait être musicien, mais il va vite réaliser qu'il souffre d'un trac. Pour être musicien, c'est compliqué. Du coup, il va se tourner vers sa nouvelle vocation, écrire des scénarios, plutôt que claquer des solos de batterie. Bref, le mec, il coche toutes les cases. Là, vous devez vous dire que c'est un prodige qui se la pète un peu. Eh bah, pas du tout. Le gars, il a galéré comme toi et moi. Il a écrit plusieurs scripts refusés par Hollywood, et il a même failli tout lâcher pour suivre le même chemin que son père et devenir prof d'histoire. Enfin, quand je dis qu'il a galéré comme toi et moi, peut-être un peu moins que nous. Parce que moi, quand je galère, je bouffe des pâtes. Lui, il nous sort Whiplash. Bon, imagine ça. Tu te lèves un matin, tu te regardes dans le miroir et tu te dis: aujourd'hui, je vais devenir une légende. Andrew, il incarne parfaitement ce mec. Mais si, ce mec, celui qui a des rêves de grandeur. Dès le début, son objectif il est clair. Il veut pas être simplement un bon musicien. Il veut être LE batteur. Le gars qui fait le solo tellement ouf qu'on en oublie que le reste du groupe existe. Il veut être légendaire. Et il croit pas au talent naturel. Donc ça suffit pas. Pour lui, la discipline, le sacrifice et la souffrance sont des passages obligatoires pour atteindre la perfection. Sauf que pour ça, il faut bosser, beaucoup bosser. Pour Andrew, la musique, c'est pas un hobby ou une carrière, c'est une obsession. C'est ce qui définit qui il est. Sa batterie, ça devient une extension de lui-même, un instrument à travers lequel il projette son identité et sa valeur personnelle. Et c'est là qu'arrive Fletcher. What year are you? I'm first year. You know who I am? Yes, sir. Le mec qui pourrait transformer un hamster en Usain Bolt. Sauf que t'apprendre la batterie gentiment, c'est pas son style. Genre, tiens, voilà une baguette, vas-y doucement. Non, non, lui il te hurle dessus, comme si t'avais volé son pain au chocolat. Terence Fletcher, c'est un mentor qui partage une vision, mais il en est l'incarnation tyrannique. Il croit que la pression extrême et l'humiliation sont les seuls moyens de pousser un artiste à transcender ses limites. Pour lui, le génie est né de l'adversité, et il se considère comme un forgeron de l'excellence. Fletcher, c'est le genre de prof qui te fait regretter d'être né. Il te balance des chaises, il te hurle dessus, il t'humilie devant tout le monde, mais après il te dit: c'est pour ton bien que je fais ça. Ouais, c'est ça, Fletcher. Et les brocolis, c'est des bonbons? Non mais... Bon, quand même, il a un talent incroyable. C'est qu'en moins de 30 secondes, il va te faire douter de ton existence. T'es arrivé tout fier de toi, tu penses avoir bien joué, et là il te sort. C'est tout, c'est ça ton prime. Moi j'en ai entendu des chimpanzés, ils jouaient mieux que toi avec des casseroles. C'est le genre de relation où t'es jamais assez bon. Même si tu joues comme si Mozart avait pris possession de ton corps, Fletcher trouvera le moyen de dire quelque chose. La relation entre Terence et Andrew, dans Whiplash, c'est l'illustration parfaite d'une dynamique toxique, où le mentor et l'élève s'enferment dans le cercle vicieux de dépendance. Chazelle dépeint cette relation comme un champ de bataille émotionnel, où les ambitions dévorantes et les méthodes brutales détruisent autant qu'elles vont les élever. Dans le solo final, cette dynamique toxique, elle atteint son apogée. C'est la raison pour laquelle on l'a lancée. La quête de perfection qui nous a suivis tout le long. Fletcher, après avoir humilié Andrew en sabotant sa performance, assiste à un retournement de situation, où Andrew il va livrer un solo magistral. Ce moment il pourrait être vu comme une victoire d'Andrew sur Fletcher, mais c'est plus compliqué. Fletcher sourit pour la première fois, comme pour dire: je t'ai brisé, mais regarde ce que t'es devenu. Il a obtenu ce qu'il voulait. Andrew a transcendé ses limites. Ok, tu l'as fait, t'es mon œuvre maintenant. Et là, derrière ton écran, tu te poses une seule question: est-ce que ça valait le coup de te flinguer les mains, ton sommeil, et parfois même ton âme? Le truc c'est qu'Andrew il a peut-être gagné, mais à quel prix? Il est seul, il est brisé. Le mec il peut jouer du jazz comme un dieu, mais il a zéro ami pour lui dire que c'est bien. Personne va venir le voir pour lui dire: bravo mec, tu t'es surpassé. Ce moment guérit pas leur relation, il l'enracine dans une toxicité encore plus profonde, car les deux personnages en ressortent convaincus que la souffrance était nécessaire. La relation entre Fletcher et Andrew, c'est un miroir déformant la quête de perfection. Fascinante, mais profondément inquiétante. Fletcher, c'est un tyran qui croit élever ses élèves, mais il les détruit. Andrew, c'est un rêveur qui pense trouver la reconnaissance, mais il s'y perd. Finalement, Whiplash, c'est une mise en garde contre les relations toxiques, déguisée en mentorat, et un rappel que tous les rêves, aussi grands soient-ils, ne vaut pas forcément le prix de son humanité. Whiplash, c'est pas juste un film sur la musique, c'est un film sur les rêves, sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour être grand. Et Fletcher, avec sa tête de prof de maths méchant, il te pose une question: tu veux être grand ou heureux? Parce que les deux en même temps, c'est impossible. Au final, la perfection n'est-elle pas un mirage qui justifie nos souffrances? Ou est-elle un objectif noble à poursuivre coûte que coûte? C'est toute la beauté et la douleur de Whiplash. Ah là là, Londres.
C'est une histoire d'amour en temps couleur, une lettre d'amour à Hollywood, mais écrite avec une larme d'amertume. C'est le film qui a réussi à faire croire à des millions de personnes qui pouvaient tout avoir. L'amour, la carrière, un appart à Los Angeles avec vue sur downtown. Alors là, La La Land, si tu pensais que c'était un film où Ryan Gosling joue du piano et Emma Stone qui danse dans des robes vintage, tu te trompes. Damien Chazelle, il a réussi à te faire une comédie musicale qui te parle d'amour, d'échecs, du temps qui passe, et de toutes ces petites choses qu'on n'a pas assez dit dans les films. Et c'est dans ce film que débarquent nos deux héros, Mia et Sebastian, dans une comédie musicale, pleine de jazz, d'amour et de désillusion. Mais avant de parler de Mia et Sebastian, on va un peu parler de leur colocataire, un peu relou, mais incroyablement photogénique, Los Angeles. C'est pas seulement deux personnages qu'on rêve à réaliser, c'est aussi une lettre d'amour à cette ville bizarre, où les rêves se font et se défont. Dans La La Land, tu te dis « Waouh, c'est beau, ça brille ». Mais c'est aussi la ville où tout le monde te dit « Je suis quelqu'un », alors qu'ils bossent tous chez Starbucks. Chazelle, il va te montrer cette dualité. La ville des rêves peut être magique, mais elle peut aussi te bouffer tout cru. Elle te soutient, te fait danser dans ses rues, tout en te regardant du coin de l'œil, et elle te rappelle aussi que t'es juste une petite étoile, dans un ciel rempli de constellations. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. Mia, c'est elle. Elle veut devenir actrice, mais pour l'instant, son talent sert surtout à éviter de mettre trop de mousse dans les cappuccinos. Et puis il y a Sébastien, un gars tellement fan de jazz qui rêve d'ouvrir son propre club. Mais pour l'instant, il joue des versions de jazz de Jingle Bell pour des clients qui en ont clairement rien à foutre. Ok, nos deux héros là, ils galèrent chacun de leur côté. Mais quand ils vont se rencontrer, c'est le feu d'artifice. Littéralement. Ils chantent, ils dansent, et on pourrait presque croire qu'ils sont en train de vivre la fameuse phrase « Ok, à deux, on va conquérir le monde ». Ce que j'adore dans La La Land, c'est que l'amour entre Mia et Sébastien n'est pas juste là pour faire joli. Leur relation, c'est un trampoline. Et eux, ils se poussent mutuellement à sauter plus haut et à rêver plus grand. C'est beau, non? Alors au début, c'est beau. Ils se motivent à se dépasser. Mia écrit sa pièce de théâtre. Sébastien se dit « Ok, je vais peut-être jouer des trucs que j'aime pas, mais c'est pour atteindre mon rêve. » Mais tu sais ce qui arrive quand tu rêves un peu trop fort? La vie, elle vient te rappeler que les impôts existent, et qu'il va falloir les payer un moment ou un autre. Ce que personne t'a dit, et c'est pas cool de leur part, c'est que pour poursuivre tes rêves, c'est comme te lancer dans un marathon sans tes chaussures. Ça finit par faire mal aux pieds. Sébastien, il joue de la pop, mais il déteste ça. Mia, elle fait sa pièce. Il y a 3 personnes dans le public, dont une qui est juste là pour l'air conditionné. Et c'est là que Chazelle, il va te montrer ce que c'est d'aimer quelqu'un. C'est pas juste être là, pour l'un ou l'autre. Parfois, c'est les laisser partir, pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et parfois, ça c'est plus dur que réaliser n'importe quelle scène de danse en une seule prise. Et là, le truc commence à s'effondrer. Sébastien et Mia, ils se rendent compte d'un truc super moche. Leurs rêves sont tellement gros qu'ils n'ont plus de place pour leur couple. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte le vrai prix des rêves. On n'est pas juste sur des nuits blanches ou des coups de jour auxquels tu peux te relever plus tard. Non, là c'est des sacrifices émotionnels. Et ça c'est chaud. Bon, on va parler musique, parce que sans elle, La La Land ce serait juste La Land. Et franchement, ça sonne beaucoup moins bien. Damien Chazelle a compris un truc qu'il utilise dans ce film, c'est qu'il y a des émotions qu'on peut pas exprimer avec des mots. Alors il laisse les musiques les exprimer à sa place. Sky with no ceiling, the sunset inside a frame. Quand Mia chante cette chanson, c'est pas juste une chanson que Damien Chazelle a placée là pour dire qu'il l'a placée. Non, c'est une déclaration. Elle te dit qu'il faut continuer de rêver. Mais si ça fait mal et que ça marche pas, ça vaut quand même le coup. Et Sébastien, lui, il raconte tout avec son piano. Il pourrait te transporter pendant tout le film. Tu ressens sa passion, sa frustration, son amour. La musique chez Chazelle, c'est un personnage à part entière. Elle te fait danser, pleurer, rêver, et parfois le tout en même temps. Maintenant qu'on y est, on va pouvoir parler du vrai méchant de l'histoire. Et non, c'est pas Los Angeles, ni les producteurs qui prennent Mia de haut. C'est le temps. Ce truc qui file, qui change tout. Avec le temps, ils se sont séparés, mais il a aussi donné un sens à leur histoire. Parce que parfois, les meilleures choses dans la vie, elles sont pas faites pour durer. Et c'est ça qui les rend si précieuses. Damien Chazelle, il te met devant un buffet d'émotions. Il te dit, choisis ce que tu préfères. Tu vois une version alternative de Mia et Sébastien qui réussissent tous les deux ensemble. Et c'est beau, mais c'est pas ce qui s'est passé. Parce que dans la vraie vie, ils ont fait des choix. Et leurs rêves se sont réalisés. Mais ils se sont séparés. Et là, Damien Chazelle, il te fait un grand sourire et te dit, bah ouais, c'est la vie mon gars, t'auras pas toujours tout. Mais il te le dit en musique. Donc t'es là, en train de pleurer, mais au moins, tu le fais en rythme. La La Land, c'est pas juste une comédie musicale où les gens ils font danser sur des voitures. C'est une leçon sur les rêves. Oui, ils peuvent te faire voler, mais ils peuvent aussi te brûler les ailes. Mia et Sébastien, ils ont atteint leur objectif. Mais à la fin, ils regardent leur succès. Et ils se disent, ah ouais, mais on a laissé un petit bout de nous derrière. Et t'es là à te demander est-ce que tu serais capable d'en faire autant. Ce film, il va te parler de toi, de tes rêves, de tes échecs, de ces moments où t'as cru que tout était possible. Et il te dit, mais c'est pas grave si tout marche pas comme prévu. Tant que tu rêves, c'est que t'es vivant. Bon, First Man, ou comment Damien Chazelle a pris le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité et en a fait un drame existentiel qui te retourne le cerveau. Pas de jazz, pas de danseur, juste Neil Armstrong, la lune et un paquet d'émotions que tu savais même pas que tu les avais. Quand on parle de Neil Armstrong, beaucoup vont se focaliser sur les exploits spatiaux. Mais Damien Chazelle, lui, il va faire un truc, c'est qu'il va pas faire juste un film sur le premier gars qui a marché sur la lune. Il va surtout faire un film sur l'histoire d'un père, d'un mari et d'un homme qui a tout perdu avant même de devenir cette légende. Le point de départ, c'est la fille de Neil Armstrong, Karen. Elle vient seulement de mourir d'un cancer alors qu'elle avait que 2 ans. Et c'est ça qui change tout, parce qu'à partir de là, Neil, il va se renfermer dans son deuil. Il devient ce type silencieux qui fait tout pour ne plus penser à ses émotions. C'est pas exactement le gars que tu vas inviter à une soirée karaoké, ou à un débat philosophique. Mais quand tu repousses ce que tu ressens, ça finit toujours par exploser. Sauf que Neil, lui, il décide d'échanger ses émotions contre l'espace.
Et c'est là que First Man devient un drame familial. Jeannette, sa femme, est au bord du pétage de plomb. Tu la vois, elle gère les enfants, les angoisses et un mari physiquement présent mais émotionnellement sur une autre planète. Littéralement. Neil Armstrong, c'est pas un héros hollywoodien classique. Pas de grandes déclarations, pas de punchline. Non, c'est juste un gars silencieux, qui agit au lieu de parler. Et ça, c'est rare. Parce que dans les films, on a toujours ce moment où le héros il va se lever et il va dire « je vais sauver le monde ». Neil, c'est un homme qui a choisi la solitude pour accomplir quelque chose d'encore plus grand que lui. Mais cette solitude, elle a un coût énorme. Et en plus de ça, il devait s'entraîner à supporter l'impossible. Des rotations qui te retournent l'estomac, des vibrations qui te donnent l'impression de vivre dans un marteau-piqueur. Mais le pire, c'est qu'ils savaient tous que ça pouvait péter à tout moment. Et certains en ont payé le prix fort. Hey, we got fire in the cockpit. Hey, we got a bad fire! Et là, t'as cette scène terrible avec Apollo 1. Chazelle te le montre comme il faut. Le rêve de conquête spatiale, c'est pas juste des étoiles dans les yeux. C'est aussi des vies sacrifiées sur l'autel du progrès. Et Neil, il voit ça, mais il continue. Pourquoi? Parce que ce gars, il a une mission. Et y a rien qui pourra l'arrêter. Neil, il s'est pas coupé des autres physiquement. Il l'a aussi fait émotionnellement. Il a enterré son deuil tellement profondément qu'il sait même plus comment se connecter aux gens autour de lui. Même avec sa propre famille. Mais First Man, ça va pas être un film sur le héros solitaire. Chazelle, il va te le rappeler à chaque exploit. Il y a des gens qui restent en arrière. Jeannette, par exemple. C'est le vrai MVP du film. Elle pousse Neil à parler à ses enfants avant de partir pour Apollo 11, parce qu'elle sait que ça pourrait être la dernière fois qu'ils se voient. Chazelle, il te montre que les vrais sacrifices ne sont pas faits seulement par ceux qui partent dans l'espace, mais aussi par ceux qui restent sur Terre, à vivre avec la peur constante de perdre les personnes qui sont parties. Et puis on arrive au moment. La lune, le silence, la grandeur. Chazelle, il nous a filmé ça comme une expérience presque spirituelle. Pas de musique épique, pas de discours flamboyant, juste Neil, seul face à l'immensité de l'espace. Parce que Damien, il a compris un truc important, c'est que parfois le plus grand accomplissement d'une vie ne mérite pas forcément de feu d'artifice, mais un moment de calme. Et là, il y a ce petit geste si simple mais si puissant. Neil qui dépose le bracelet de Karen sur la lune. C'est comme s'il lui disait, tu vois, on l'a fait ensemble. Et toi t'es là devant ton écran à essayer de pas pleurer alors que t'as cliqué juste pour voir un film avec des fusées. C'est là que tu comprends. La lune, c'est pas juste un exploit scientifique pour Neil, c'est un endroit où il peut dire enfin adieu à Karen, avec ce petit geste d'avoir lâché le bracelet de sa fille. On n'est pas seulement sur de la symbolique, c'est cathartique. Neil ne parle pas beaucoup, mais dans ce geste, il nous dit tout. Quand Neil il va revenir sur Terre, tu t'attends à ce qu'il soit triomphant. Mais non, il est toujours aussi silencieux, toujours aussi distant. Pourquoi? Parce que First Man, il va nous montrer ce que ça signifie d'être humain. Il nous parle de l'isolation sur les sacrifices, et sur le fait qu'il n'y a pas toujours de happy ending. Et ça c'est brutal, mais c'est aussi beau. Et dans ce dernier plan, quand Neil et Jeannette se regardent, c'est comme s'ils se disaient, on a survécu ensemble. C'est pas grandiose, c'est pas spectaculaire, mais c'est humain. First Man, c'est le film sur l'espace. C'est un film sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour accomplir l'impossible. Neil Armstrong, c'était un homme qui a porté sur ses épaules le poids des rêves de toute l'humanité, mais au prix de sa propre humanité. C'est pas un héros comme les autres, c'est un homme, avec ses failles, ses douleurs et sa solitude. Et c'est ça qui rend son histoire si universelle. Et Damien Chazelle, il te balance ça avec une subtilité incroyable. Babylone, c'est un film sur les excès, les rêves qui éclatent en plein vol, et les gens broyés par le système. Mais Chazelle, il te le montre avec une énergie tellement folle que tu restes scotché. C'est un film sur la grandeur et la décadence, sur le cinéma lui-même. Et surtout, c'est une déclaration d'amour et de désespoir à la fois, pour le Hollywood des années 20, quand le cinéma passait à peine du muet au parlant. Parce que Chazelle, le cinéma pour lui, c'est magique, mais c'est aussi cruel, impitoyable et parfois destructeur. Babylone, c'est une fresque sur les rêves, les excès et la chute inévitable. Tous les personnages sont des météorites. Ils brillent, puis ils s'écrasent. Au milieu de tout ça, Chazelle, il te glisse une idée. Le cinéma, c'est peut-être un enfer, mais c'est un enfer qui vaut la peine d'être traversé. Regarde Manny, il voit les pires choses, il perd tout, mais à la fin, il comprend une vérité essentielle. Les films qu'il a aidé à faire, ils survivront à tout. Et là, tu comprends la vision de Chazelle. Le cinéma, c'est une manière de figer un instant, de capturer une émotion qui sinon serait perdue à jamais. C'est une quête d'immortalité dans un monde éphémère. Damien Chazelle, il t'a fait pleurer avec du jazz et rêver avec des étoiles. Puis gentiment, il a décidé de te prendre la main et de te jeter dans une piscine remplie de champagne, de coke et d'éléphants. Ouais, vous avez bien entendu, des éléphants. Parce que Babylone, c'est le grand bordel du Hollywood des années 20. On est en 1926, Hollywood est jeune, sauvage et complètement fou. Le cinéma, c'est le Far West. T'as aucune règle, pas de syndicat et encore moins de normes de sécurité. C'est comme TikTok aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de filtre ni d'algorithme. C'est l'âge d'or du cinéma muet. Mais c'est aussi l'âge du chaos organisé. T'as des tournages dans le désert avec des figurants qui risquent leur vie. Des fêtes, mais tu sais jamais si tu vas te réveiller. Et ensuite, si jamais tu te réveilles, tu sais même pas si c'est dans un lit ou une cage à lions. Et enfin, il y a des stars qui brillent, jamais très longtemps. Là, c'est Jack Conrad, la star, le mec qui se croit immortel. On sait tous comment ça finit. Hollywood il t'aime, mais pas pour toujours. Et Jack il va vite découvrir qu'être une légende, ça te protège pas du temps qui passe. Et Nelly, Nelly Laroy, une étoile filante, la fille qui débarque de nulle part, elle veut tout de suite, et Hollywood va lui ouvrir ses bras. Mais c'est pour mieux la broyer par la suite.
Et enfin Manny. Manny c'est nous, le spectateur, le gars simple qui veut juste faire partie de cette folie. Il regarde tout ça en disant waouh, c'est magique, qu'est-ce que c'est dangereux. Manny c'est celui qui n'a jamais arrêté de croire aux rêves, même quand il voit les coulisses qui puent le désespoir. Hollywood c'est bien connu, c'est la ville où tout est possible. Évidemment que tout est possible, y compris mourir écrasé par un décor qui s'écroule pendant le tournage. Ce film te rappelle que les débuts du cinéma, tout le monde jouait sa vie. Mais littéralement. Et ça, c'était avant les assurances. Bref. Ce que Chazelle y fait avec Babylone, c'est qu'il te montre les deux faces de Hollywood. D'un côté, tu vas voir la magie, ce moment où la caméra capte quelque chose de si beau, si vrai, que tu comprends pourquoi tout le monde est prêt à risquer toute sa vie pour ce moment. Tu regardes ça, tu te dis, ouais ok, le cinéma c'est de l'art. Mais 2 minutes plus tard, bam, retour à la réalité, il y a une actrice qui vient de mourir d'une overdose. Et le réalisateur, il est là, à moitié hystérique, en train de crier, continuez de filmer. Chazelle, il te montre un truc incroyable avec ce film. Malgré tout le bordel, les accidents, les crises, les mecs qui tomberaient de mort en plein devant la caméra, le cinéma c'est magique. Tu filmes un coucher de soleil, et boum, t'as un moment d'éternité. Mais évidemment, il n'y a jamais rien qui dure à Hollywood. Il y a ce moment où tout s'écroule. Hollywood passe du muet au parlant. Et là c'est la catastrophe. Tout le monde panique. Les studios, les acteurs. Et le son devient l'ennemi public numéro 1. C'est fini pour les gens comme Jack Conrad. Le gars c'était une star, un dieu du cinéma muet. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il perd tout. C'est tragique, mais c'est aussi terriblement vrai. Hollywood, il t'aime tant que t'es bankable. Une fois que tu l'es plus, on t'oublie vite. Puis Nelly, elle, c'est pareil, c'est une étoile filante. Elle brille de 1000 feux, mais elle brûle tout sur son passage, y compris elle-même. Elle est libre mais complètement incontrôlable. Et Hollywood, c'est pas gentil avec les gens comme ça. T'es une star d'accord, mais t'es remplaçable. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune, plus poli et plus facile à manager que toi. Et cette personne, elle est juste derrière, à attendre dans les coulisses. Et puis à ce dernier acte, Manny, qui a survécu au chaos, regarde le cinéma évoluer. Il voit des films modernes, des effets spéciaux, des blockbusters, et tu sens qu'il est partagé. Une part de lui est fière de voir ce qu'Hollywood est devenu, mais une autre part regrette l'époque où tout était brut, imparfait, mais incroyablement vivant. Et Chazelle, du coup, il te balance son grand message. Le cinéma, c'est un bordel magnifique, mais un bordel quand même. Les gens souffrent, tombent, disparaissent, mais les films, eux, ils restent. Et ça, c'est peut-être la seule chose qui va sauver tout ce chaos. Babylone, c'est pas un film pour tout le monde. C'est bruyant, excessif, parfois épuisant. Mais c'est aussi une déclaration à la fois d'amour et de haine envers Hollywood. Ça te montre que derrière chaque chef-d'œuvre, il y a des sacrifices. Et ça te demande, est-ce que ça vaut le coup? Encore une fois, Chazelle, il te laisse répondre. Et si vous voulez briller comme Nelly Laroy, un conseil, évitez les éléphants en soirée. Ça finit jamais bien. Chazelle, c'est pas juste des films qui claquent, c'est une philosophie. Il te dit que réussir c'est beau, mais que ça fait mal. Que rêver c'est indispensable, mais que ça coûte cher. Chazelle, c'est un mec qui a compris que réussir, c'est pas avoir tout ce qu'on veut, c'est choisir ce qu'on est prêt à perdre. Alors si vous rêvez d'être des stars, des artistes ou juste être heureux, n'oubliez pas, le chemin est dur. Mais si vous dansez avec vos rêves et que vous trébuchez, faites-le avec style et rythme, puis vous serez magnifique.